Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet majeur en urologie, le cancer de la prostate. Le vrai défi avec cette maladie, c'est de réussir à faire la part des choses. Savoir distinguer une petite tumeur qui peut rester silencieuse toute une vie d'une forme beaucoup plus agressive qui, elle, nécessite une action rapide. Et c'est justement cet équilibre qui va guider toute la prise en charge. Pour bien comprendre de quoi on parle, un seul chiffre suffit. Le cancer de la prostate est le tout premier cancer chez l'homme de plus de 50 ans. C'est une réalité épidémiologique massive, ce qui veut dire qu'on se doit de maîtriser son parcours clinique sur le bout des doigts. Alors, voici le parcours qu'on va suivre ensemble. On commencera par une introduction, puis on verra comment le dépiste et on le diagnostique. Ensuite, la stadification pour évaluer son étendue. Après ça, on abordera l'arsenal thérapeutique et on terminera avec le suivi sur le long terme. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de penser au traitement, il faut comprendre ce qu'est ce cancer. En fait, dans l'écrasante majorité des cas, plus de 95%, c'est ce qu'on appelle un adénocarcinome. Ça veut tout simplement dire que c'est une tumeur qui naît des cellules glandulaires de la prostate, le plus souvent dans sa partie extérieure. Ce qui est vraiment clé ici, c'est de comprendre qui est le plus à risque. Bien sûr, l'âge est le facteur numéro 1. Mais il n'y a pas que ça. Les antécédents familiaux, ça joue énormément, surtout s'il y a eu des cas jeunes dans la famille ou des mutations génétiques bien connues comme les fameuses BRCA1 ou 2. Et puis, il y a aussi l'origine ethnique. On sait par exemple que les hommes d'origine afro-antillaise ont un risque plus élevé. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, comment est-ce qu'on le trouve, ce cancer? Comment on le confirme? Il faut savoir qu'il n'y a pas de dépistage de masse organisé, c'est plutôt une démarche qui se discute au cas par cas avec son médecin. Le parcours est très bien balisé. Tout part d'une suspicion. Soit le médecin sent quelque chose d'anormal au toucher rectal, à nodule dur, soit le taux de PSA, un marqueur dans le sang, dépasse un certain seuil, en général 4 nanogrammes par millilitre. À partir de là, aujourd'hui, on fait quasi systématiquement une IRM de la prostate. C'est super utile car ça nous montre les zones qui ont l'air suspectes. Et cette IRM va guider l'étape finale, l'étape reine, les biopsies. C'est le seul examen qui permet de dire avec certitude, oui, il y a bien un cancer. L'analyse de ces biopsies nous donne une information capitale, le score de Gleason. C'est un score qui note l'agressivité de la tumeur, son degré de désorganisation, sur une échelle de 6 à 10. Pour faire simple, plus le score est bas, plus les cellules ressemblent à du tissu normal, et donc moins le cancer est méchant. A l'inverse, un score de 8, 9 ou 10, ça signe un cancer bien plus agressif. Voilà, le diagnostic est posé, on connaît son agressivité avec le score de Gleason. L'étape d'après, c'est d'évaluer l'étendue exacte de la maladie. C'est ça qui va nous permettre de définir le pronostic et surtout de choisir la meilleure stratégie de traitement. Et pour faire ça, on a un outil de référence pour les cancers encore localisés, la classification de D'Amico. C'est elle qui va nous aider à classer le risque. Cette classification, elle est géniale de simplicité et d'efficacité. Elle combine 3 éléments. Le stade de la tumeur, le score de Gleason et le taux de PSA. Un patient est classé à faible risque si tous ses voyants sont ouverts dans la première colonne. Mais attention, il suffit d'un seul critère dans la colonne risque élevé, par exemple un PSA à 25, pour que tout le dossier bascule en haut risque. C'est cette classification qui est la pierre angulaire de toutes les décisions à venir. On en arrive au cœur du sujet, les traitements. Et là, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une seule bonne réponse. La stratégie est totalement personnalisée. Elle va dépendre du groupe de risque qu'on vient de voir, mais aussi de l'espérance de vie du patient et de ses priorités. Pour un cancer localisé et à faible risque, on se pose toujours la question, est-ce qu'on ne risque pas d'en faire trop ? C'est là qu'intervient la surveillance active. L'idée, ce n'est pas de ne rien faire, attention, c'est de surveiller de très très près et de n'agir que si la maladie montre des signes d'agressivité. À l'opposé, pour des risques plus élevés et une bonne espérance de vie, là on vise un traitement curatif. Le but, c'est l'éradication de la tumeur. Pour éradiquer la tumeur, on a principalement 2 grandes options. D'un côté, la chirurgie, la prostatectomie totale où on enlève toute la prostate. De l'autre, la radiothérapie externe où on va irradier la zone. Il existe aussi la curithérapie, une sorte de radiothérapie de l'intérieur qui est une alternative pour des cas bien sélectionnés. Bien sûr, chaque option a ses avantages et ses inconvénients, notamment sur la fonction érectile et la continence. Mais et si la maladie est déjà sortie de la prostate? Si elle est devenue métastatique? Là, la stratégie change du tout au tout. On ne cherche plus à guérir, mais à contrôler la maladie le plus longtemps possible. Et pour ça, il y a une idée maîtresse. Il faut affamer la tumeur. Et le carburant de cette tumeur, c'est la testostérone. Le principe de l'hormonothérapie, c'est donc de couper l'arrivée de ce carburant. Pour ça, on a la castration chirurgicale, mais c'est devenu rare. La méthode la plus courante, c'est la castration chimique. Ça se fait avec des injections d'analogues de la LHRH qui vont mettre en sommeil la production de testostérone. Par contre, il faut être clair, ce traitement, même s'il est efficace, a un impact important sur la qualité de vie. Les effets secondaires sont bien réels. Des bouffées de chaleur, une perte totale de libido, une grosse fatigue, et sur le long terme, ça peut fragiliser les os et augmenter les risques cardiovasculaires.
Malheureusement, cette stratégie a ses limites. Après un certain temps, qui peut durer plusieurs années, la tumeur finit presque toujours par s'adapter. Elle apprend à se débrouiller sans testostérone pour continuer à grandir. C'est ce qu'on appelle l'entrée dans le stade de résistance à la castration, et c'est un vrai tournant dans la maladie. Quand on arrive à ce stade, heureusement, on a d'autres cartes en main. Il existe des hormonothérapies de nouvelle génération, comme l'abiraterone ou l'enzalutamide, qui bloquent la voie des androgènes de manière encore plus forte. On a aussi la chimiothérapie, avec notamment le docétaxel. Et de plus en plus, on fait une analyse génétique de la tumeur, à la recherche de mutations, comme BRCA, pour pouvoir proposer des thérapies ciblées. Quel que soit le traitement initial, une nouvelle phase commence. Et elle est tout aussi importante, c'est le suivi. L'objectif est simple, détecter le plus tôt possible si la maladie revient. Ce suivi repose sur un trio. D'abord, l'examen clinique. Ensuite, et c'est vraiment le plus important, le dosage régulier du PSA. C'est notre marqueur star. Après un traitement curatif, son taux doit être quasiment à 0. La moindre petite remontée, c'est un signal d'alerte. Et enfin, si besoin, on a l'imagerie, comme la scintigraphie osseuse, mais on ne la fait que s'il y a une vraie suspicion. Pour conclure sur une note pronostique, il y a un chiffre qui est quand même rassurant. Malgré sa fréquence et l'agressivité de certaines formes, le cancer de la prostate, tous stades confondus, a un pronostic globalement bon, avec une survie à 5 ans qui dépasse les 80%. Ce qui nous amène à une question pour l'avenir. La recherche, surtout en génomique, avance à une vitesse folle. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si la prise en charge deviendra personnalisée, mais plutôt comment on va intégrer les caractéristiques moléculaires de chaque tumeur pour offrir un traitement vraiment sur mesure. C'est le grand défi de la prochaine décennie. Merci de votre attention.